Tu vois, j'aurais jamais parié que t'étais freestyle. Je suis à moitié organisée, à moitié freestyle, mais comme j'ai pas une organisation droite et linéaire, je préfère dire freestyle. Ok, on va aller voir ce que ça donne. Bienvenue sur le podcast Les coulisses de ton biz, le podcast pour apprendre à organiser ton quotidien d'entrepreneur. Je suis Marine, consultante et formatrice en organisation du biz. Ici, les invités ne vont pas te dévoiler leur stratégie, mais plutôt leur organisation du quotidien pour réussir à gérer leurs projets et mener à bien leur business. Parce qu'on ne se lance pas tous dans l'entrepreneuriat au même stade de notre vie, parce qu'on n'a pas tous le même cadre de vie non plus, et surtout parce que personne n'est pareil, il existe de nombreuses façons de s'organiser. Tu vas retrouver dans ces interviews des trucs et astuces pour organiser ton quotidien d'entrepreneur et bien plus encore. Alors prépare-toi un thé ou mets tes écouteurs pour faire ton sport et je te souhaite une bonne écoute. Je te retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode Les coulisses de ton biz avec comme invité Carmine Bénard. Carmine, je te laisse te présenter et nous expliquer ce que tu fais dans l'entrepreneuriat. Alors moi, je suis entrepreneur depuis plus de 4 ans et je fais de la création de sites web sur WordPress. Donc, je suis créatrice de sites web. Ok, c'est quelque chose que tu as toujours fait? Oui, globalement, j'ai toujours évolué dans l'univers de la création de sites web et dans le multimédia. J'ai été graphiste en start-up avant et quand je me suis lancée en freelance, j'ai d'abord proposé des prestations de graphisme et de création de sites web. Et au bout de 6 mois de freelance, j'ai viré le graphisme, la création de logos, tout ça, parce que c'est pas quelque chose qui me plaisait tant que ça à faire au final. Ok, ça marche. Donc là, ça fait à peu près 3 ans et demi que tu fais la création des sites web. À 100%. Ok. Je commence toujours mes interviews avec un petit ceci ou cela. Est-ce que tu es prête à jouer? Oui, c'est bon. Ok, on y va. Thé ou café? Café. PC ou Mac? Mac. Travail du matin ou travail du soir? Le matin. En solo ou en cowork? En solo. Tu travailles de chez toi ou tu travailles ailleurs? De chez moi. En général, tu tutoies ou tu vouvoies tes clients? Je les tutoie. Tu es plutôt livre ou série? Série. Podcast ou YouTube? Podcast. Insta ou LinkedIn? LinkedIn. Et enfin, tu es team organisé ou freestyle? Freestyle. Oh, tu vois, j'aurais jamais parié que t'étais freestyle. Tu vas voir, je suis à moitié organisée, à moitié freestyle, mais comme j'ai pas une organisation droite et linéaire, je préfère dire freestyle. Ok, on va aller voir ce que ça donne. Dis-moi, Carmine, quel est le temps approximatif que tu passes sur ton business par semaine et sur combien de jours? Alors, je travaille du lundi au jeudi. Je travaille plus le vendredi depuis plus de 3 ans maintenant. Et j'ai compté, je travaille environ 28 heures par semaine sur mes projets clients, mais aussi sur le développement de mon entreprise. C'est quelque chose que tu arrives à maintenir encore, de ne pas travailler le vendredi? Avec le temps, c'est de plus en plus facile. Et comme je cale des choses à faire le vendredi, c'est pas je reste chez moi et je sais pas quoi faire, donc je vais travailler. Mais c'est vraiment, j'ai d'autres trucs à faire, je sors, voilà, je fais tous les trucs que j'ai pas le temps de faire la semaine. Et c'est une bonne organisation et c'est un bon équilibre au final. Voilà, je gère ma vie perso le vendredi et toute la semaine est consacrée à mon entreprise en soi. C'est top ça. Tu sais pourquoi tu as choisi le vendredi? Il y a une raison particulière? Ouais, alors il y a une raison vraiment particulière, c'est que le vendredi après-midi, quand je travaillais, mais même quand je travaillais en entreprise, je brassais de l'air, tout simplement. C'est que je ne faisais rien, mais quand je dis je faisais rien, c'est que j'allais m'asseoir derrière mon ordinateur, je scrollais sur Instagram, je scrollais sur LinkedIn, et quand j'étais salariée, je finissais par regarder des vidéos tutos sur YouTube, sur des trucs qui concernaient mon travail quand même. Je gardais quand même... J'allais pas au taf pour regarder une youtubeuse beauté ou quelque chose comme ça. Mais ouais, le vendredi après-midi, j'ai jamais réussi à rien faire. Et aussi loin que je me souvienne, même au collège et au lycée, j'étais pas des plus efficaces non plus. C'est trop bien ça. Et du coup, ouais, grâce à l'entrepreneuriat, tu as pu acter cette journée spécialement pour toi. Voilà. Trop bien. Est-ce que tu as des prestataires ou des salariés dans ton business? Non, j'ai ni l'un ni l'autre, en tout cas à temps plein. Donc, j'ai pas du tout salarié. Ça m'arrive de prendre des prestataires pour des missions ponctuelles. Donc ça, après, ça dépend de l'évolution de mon business et de ce que j'ai à faire. La dernière prestataire que j'ai prise, c'était une graphiste pour faire une carte de vœux. Et c'était l'année dernière. Est-ce que du coup, dans ta semaine de 4 jours, est-ce que tu as un emploi du temps type? Non, j'ai pas d'emploi du temps type chaque semaine où je vais faire la même chose le même jour, etc. J'ai une entreprise qui dépend vachement des retours clients et de quand mes clients font mes retours, quand les clients m'envoient des contenus, quand ils sont dispo. Typiquement, là, la moitié de mes clients, ils ont la grippe, comme la moitié de la France, à l'heure où on parle, cela dit. Mais du coup,
cette semaine, j'ai eu moins de travail pour mes clients et j'ai pas de choses vraiment fixes. La seule chose que j'ai de fixe et que j'essaye de tenir pour ce début d'année 2025, c'est d'avoir un CEO Day le lundi matin. Et l'autre chose qui est toujours fixe dans mon calendrier, c'est la déclaration à l'URSSAF le 1er du mois, sauf si ça tombe un week-end. Et aussi la mise à jour des sites de mes clients. Mais ça, pareil, c'est qu'une seule fois par mois. C'est le premier lundi du mois. Je fais les mises à jour des sites de mes clients. Je leur envoie un compte rendu. Mais c'est vraiment les deux seules choses que que j'ai dans mon agenda. Ensuite, j'ai pas d'agenda à proprement parler avec des blocs de temps ou des choses comme ça. Après, du coup, tu vas venir, en fait, quand tu fais ton CEO Day, tu vas venir planifier ta semaine en fonction des besoins de tes clients, c'est ça? Ouais, en fait, c'est ça. Donc, ça vient du fait que je travaille pas le vendredi et que je vais pas faire un CEO Day le jeudi. Donc, je le fais le lundi matin. Et ce lundi matin, en fait, ça me permet de reprendre tout ce que mes clients m'ont écrit le vendredi, notamment, ou le week-end. Le jeudi soir, je leur envoie tout avant de partir. Eux, le vendredi, prennent leur temps pour me faire les retours. Et le lundi, j'ai tout ce que je vais mettre dans ma to-do list. Et je suis un peu old school. J'ai une to-do list sur un bloc, une feuille A4 à carreaux comme on avait au collège. Et voilà, j'ai le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et je note ce que j'ai à faire pour telle date. Et le jeudi, j'ai tous mes jalons. Donc, je sais que faut que ça soit fini. Donc, faut que ça soit posé avant les jours d'avant, quoi. Ok. Ça, cette to-do list, tu viens du coup l'écrire tous les lundis matins ou c'est une copie que tu as et que tu viens juste compléter tous les lundis? Non, tous les lundis, je prends mon petit plaisir à bien écrire lundi to-do, etc. Et j'ai des petites feuilles en plastique qui me permettent de faire des petites cases bien propres, etc. Donc voilà, c'est mon petit plaisir du lundi matin, c'est de bien écrire parce que j'ai un métier où j'écris jamais rien nulle part. Et c'est l'occasion d'écrire proprement aussi parce que c'est quelque chose que je ne prends pas le temps de faire ailleurs. Je fais pas de journaling, de choses comme ça. Donc voilà, c'est mon petit plaisir d'avoir un stylo le lundi matin et d'avoir ce petit côté papier que j'ai pas du tout dans mon métier au final. C'est vrai que c'est fou comme on a perdu cette habitude. L'autre jour, j'expliquais à ma fille, tu vois, que des fois, on a une bosse de l'écriture sur le majeur. Enfin, moi, elle était sur le majeur quand j'étais étudiante. Et je lui dis, ce que je trouve impressionnant, c'est elle a disparu, en fait. Alors que pour le coup, moi, j'écris tous les jours, mais en fait, j'écris beaucoup moins que quand on est étudiant, où là, je pouvais gratter des copies doubles et des copies doubles. Et je me dis, mais en fait, ça veut dire qu'il y en a, ils perdent complètement l'usage, en fait, de l'écriture. Parce que moi, je suis de la team papier, donc c'est vrai que, tu vois, j'ai toujours un cahier, un post-it ou autre. Mais quelqu'un qui, comme toi, est uniquement sur le PC, pour son business, je pense qu'effectivement, si tu ne prends pas le pli d'écrire, ça se perd un petit peu, quoi. Ouais, voilà, j'ai une bosse aussi sur un doigt, mais j'ai une bosse sur le petit doigt à cause du téléphone que je pose. Mais non! Et ça a été, j'avais lu une étude sur ça que justement maintenant il y avait des gens qui avaient le petit doigt déformé. J'observe mes petits doigts, j'avais jamais entendu parler de ça, c'est bon, je l'ai pas. Et que d'un côté au final, ouais. Mais oui, autrement j'écris jamais. Et voilà, la bosse, moi, elle est sur le petit doigt à cause du téléphone que je tiens beaucoup trop, je pense. Ah, c'est fou. Je pense que tout le monde qui va écouter l'épisode va regarder ses doigts. J'ai vu des gens sur TikTok qui avaient les photos de leurs doigts et ils avaient tous un creux comme ça à un endroit. Ça dépend comment on tient son téléphone. Mais ouais, je vous invite à regarder et à comparer avec les personnes autour de vous, les plus accros au téléphone. Ça va se voir direct. Je suis curieuse de savoir, du coup, dites-moi en commentaire de l'épisode si vous avez ou non cette bosse sur le petit doigt. J'adore. Dis-moi, Carmine, comment tu vas gérer tout ce qui est échange avec tes clients? J'entends par là, si tu travailles par mail, par Notion, par coup de téléphone, call, comment tu fais? Alors, j'ai forcément un appel avec mes clients en début de projet, donc soit au téléphone, soit en visio. Ça, c'est eux qui choisissent ce qu'ils préfèrent. S'ils ont beaucoup de choses à me montrer, la visio, ça va être beaucoup plus pertinent. Et après, tous les échanges vont se faire par email. J'évite tout ce qui est WhatsApp et vocaux avec mes clients parce qu'on perd de l'information et c'est beaucoup plus long à traiter. Alors qu'un email, c'est plus facile pour traiter les retours, etc. et aussi être compris et garder une trace écrite des choses. Ça, c'est important pour moi d'avoir les retours par email. Après, si mes clients ils ont besoin d'un coup de téléphone, d'une petite visio pour qu'on fasse un point sur quelque chose, par exemple sur l'achat des noms de domaine, sur tout ce qui est aspect technique, il n'y a aucun problème pour en faire, mais c'est vrai que je privilégie beaucoup les emails. Mes clients, ils ont un espace de suivi sur Notion, ils peuvent mettre des commentaires si besoin. Mais voilà, surtout par email et j'envoie des emails.
Et après, j'ai des outils qui sont liés à ma profession. Donc, par exemple, il y a Figma. C'est un logiciel de design qui est dédié. Ça ressemble un peu à Canva, mais vraiment un peu plus poussé. Et normalement, c'est pour faire du web design, justement. Et il y a une petite possibilité de mettre des commentaires sur cet outil. Et c'est vraiment pratique pour les clients. Voilà. Je privilégie vraiment l'écrit et les emails. Et je passe pas trop de temps à traiter mes emails, malgré ce qu'on pourrait croire de ce fonctionnement-là. C'est pas si long que ça de traiter les emails. Et du coup, tu les fais comment? C'est en fonction de tes clients quand tu es sur le dossier que tu vas ouvrir leur mail, ou est-ce que c'est le matin, tu vas ouvrir tous tes mails? Comment tu gères? Alors le matin, j'ouvre tous mes mails, ceux qui attendent une réponse où j'ai pas besoin d'agir envers leur projet, c'est juste une question, c'est une validation de quelque chose. Je réponds tout de suite et j'utilise la fonction vocale pour pouvoir retranscrire ce que je dis. Donc je vais dire bonjour, prénom, virgule, etc. Donc ça me va très vite de rédiger des emails. Après, je relis juste l'email parce que des fois, voilà, ça fait des erreurs, ça met des mots qui n'existent pas. Et donc je traite ces emails-là en priorité. Ceux où ils attendent un retour, une modification sur un site, la correction d'un bug, je me le note dans la to-do si j'ai du temps aujourd'hui ou le lendemain. Et si c'est traité dans la journée, je leur réponds dès que c'est fait et qu'ils peuvent aller voir. Et autrement, je leur dis que ça sera fait avant telle date, donc soit demain, soit après-demain, etc. Mais je réponds toujours aux emails sous 24 heures, soit pour dire que c'est fait, soit pour dire que ça va être fait en donnant une date où ça sera fait. Ça, c'est super important. Je supporte pas les gens qui répondent pas aux emails ou qui laissent ça traîner pendant 3 semaines et qui reviennent comme une fleur 3 semaines après en disant que c'est fait. C'est pas ce que je souhaite apporter à mes clients et ça peut être stressant, des choses comme ça, surtout quand le site est hors ligne, qu'il y a un bug, des choses comme ça. Et je veux pas faire vivre ça à mes clients, clairement. Je vois bien. Si j'ai bien compris, du coup, tu expliques que tu réponds à tes mails en vocal. Enfin, tu fais un vocal à ta boîte mail qui te retranscrit le mail. Ouais, alors c'est une option qu'il y a sur Mac notamment, c'est qu'il y a une petite touche clavier et c'est de la dictée vocale tout simplement, donc c'est plutôt pertinent de le faire. Mais voilà, donc sur Mac, ça dépend de la version des Mac, mais soit la touche est à activer dans les réglages, soit elle est dispo directement sur le clavier, c'est la touche F5 typiquement sur mon ordi là actuellement. Ok, ça marche. Bah, tu vois, je ne connaissais pas cette touche. Moi, je suis PC, je suis pas Mac. Donc, mais je pense que ça peut faire gagner énormément de temps en fait aux gens de répondre comme ça à leur mail. Mais même, je m'en sers beaucoup. Typiquement, des fois, quand je discute avec ChatGPT, j'ai besoin de lui donner des détails et tout réécrire à chaque fois, c'est long. Répondre aux commentaires sur LinkedIn, répondre aux DM. Franchement, c'est quelque chose que j'utilise. Je pense que je l'utilise plus que mon clavier quand j'échange avec d'autres humains. Ah ouais, c'est fou ça. Je vais creuser pour voir s'il y a l'option aussi, tu vois, sur les PC, parce que je me dis que peut-être effectivement qu'elle existe, mais que je ne la connaissais pas encore. Dis-moi, comment tu gères du coup le reste de ton administratif? Tu nous as dit que tu faisais ta déclaration une fois par mois, mais tout ce qui va être facture à tes clients, tes devis, comment tu fais ça? J'ai 2 process différents. C'est que pour mes devis, je les envoie 24 heures après l'appel. Donc mes clients, ils réservent un appel dans un calendrier, comme beaucoup de freelance. On fait l'appel et j'envoie le devis souvent dans la journée si l'appel est le matin ou le lendemain si l'appel était l'après-midi. C'est important, je pense, d'avoir un devis rapide déjà parce que moi, j'ai encore les infos bien fraîches dans ma tête, même si je prends des notes, etc. Mais voilà, je me rappelle parfois de détails, de choses que le client a abordées que j'ai pas forcément notées. Et comme ça, lui, il se projette parce que je donne pas forcément de tarifs ou de fourchette de tarifs pendant l'appel parce que voilà, le devis arrive rapidement et moi, ça me prend pas beaucoup de temps de faire un devis parce que du coup, j'ai un logiciel comptable qui est Freebie et qui me permet justement de gérer les factures d'acompte, les devis, l'encaissement des paiements et il y a aussi tout ce qui est déclaration URSSAF, on peut les ajouter dedans. Ça me calcule des trucs, etc. Ma rentabilité, bref, c'est un super outil qui est ultra complet et que je suis très heureuse de payer chaque année. Et au niveau de la facturation, j'envoie la facture une fois que le projet est fini. J'ai pas ce truc d'envoyer les factures une seule fois par mois parce que voilà, quand je finis un site, j'envoie la facture. J'ai pas 10 clients en même temps, donc c'est totalement possible. Si j'avais une dizaine, une trentaine de clients en même temps sur de la gestion chaque mois, oui, peut-être. Mais là, j'ai quelques clients en gestion mensuelle, mais le reste, c'est des projets qui sont one-shot. Donc, quand ils sont finis, j'envoie la facture et ils me payent sous 30 jours. Voilà, je sais que ça sera fait de toute façon et je vais pas traîner, je vais pas revenir comme une fleur 15 jours après la mise en ligne pour leur envoyer la facture. Je l'envoie dans les jours qui suivent et ça marche très bien comme ça là-dessus. Super. On va passer maintenant à la partie communication. Comment est-ce que tu gères ta com? Parce que toi, il me semble que tu es essentiellement sur LinkedIn.
Ouais, je poste 4 fois par semaine sur LinkedIn, donc du lundi au jeudi. Je poste pas le vendredi parce que je suis pas dispo pour répondre aux commentaires. Ça, c'est super important. LinkedIn, c'est vraiment la chose qui commence ma journée à chaque fois. Donc, je poste et je vais répondre aux commentaires. Ça, de 8h30 à 9h30 à peu près. Ça m'arrive de faire d'autres trucs en même temps, typiquement répondre à mes emails, faire des petites corrections sur des sites parce que voilà, je vais pas passer 1 heure juste sur LinkedIn. Je fais de la veille, etc. Mais quand même. Et après, il y a toute la création de contenu. Donc voilà, j'ai un certain nombre de posts à faire par mois. Et pour ça, j'en fais un peu chaque semaine et je programme un mois de contenu à la fois. La première semaine du mois, je vais chercher les idées pour le mois prochain. Je vais rédiger un peu ce qui va être accroche, structure que je vais écrire. La semaine d'après, je vais écrire des posts, donc le contenu brut. Après, je vais faire les visuels la semaine d'après. Et la dernière semaine, je fais de la relecture. Comme les posts ont été écrits il y a 2 semaines, j'ai assez de recul pour me dire que ce que j'écris, c'est nul ou que c'est très bien et qu'il faut laisser comme ça. Donc, je corrige, je relis et je programme directement sur l'outil de LinkedIn. Et c'est un peu la seule chose que je fais pour ma communication, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez chronophage, on va pas se le cacher. Chaque mois, je dois trouver de nouvelles idées, mais j'ai un calendrier édito, je sais exactement quel type de post je poste quel jour. Et maintenant, c'est une routine, j'y passe plus autant de temps qu'il y a quelques mois ou même quelques années. C'est la première fois, tu vois, que quelqu'un me dit qu'en fait, il a une semaine, une tâche à faire pour tout le mois suivant. Et je trouve ça hyper bien aussi parce que pour le coup, tu reviens qu'une fois par mois sur tes visuels, qu'une fois par mois sur ta légende. Par contre, quand tu t'y mets, tu pars pour combien de temps? Pour 1 heure, Alors, 2 heures? Ouais, ça va dépendre. Typiquement, là, avant notre appel, j'avais une petite heure de creux. J'ai écrit des accroches. J'ai écrit 1 ou 2 posts. Mais j'ai pas ce truc de je vais écrire tous les posts d'un coup parce que je sais très bien que écrire attends, ça fait combien? Ça fait 16 posts globalement par mois. Je vais pas avoir l'énergie d'écrire 16 posts. J'ai toujours la flemme d'écrire les 2 ou les 3 derniers quand j'ai fait ça. Donc en fait, je préfère me dire bon j'en écris 1 ou 2 aujourd'hui, j'en écris 5 demain et je fais ça en fait quand j'ai l'inspiration d'écrire. Pour les visuels, j'essaye quand même de faire tout d'un coup parce que c'est pas quelque chose, c'est quelque chose où je vais vite. J'ai des templates, je complète juste, je vérifie l'orthographe. Et après, pareil pour la programmation, ça me demande. En fait, j'ouvre beaucoup de choses quand je fais la programmation. J'ouvre mon correcteur d'orthographe, j'ouvre Notion où j'ai mes posts du coup, et j'ouvre LinkedIn où je programme. Donc ça me fait quand même 3 fenêtres ouvertes, donc je fais pas, j'essaie de faire tout d'un coup parce qu'autrement ça me demande de brancher un second écran, de faire ceci, de faire cela. On gagne du temps aussi à faire tout d'un coup, hein, on va pas se cacher, mais vraiment écrire, ça me demande juste d'ouvrir Notion, c'est d'écrire ce que je pense être idéal et de faire la structure du post. Donc non, je le fais quand j'ai envie et quand j'ai la motivation. Ça marche. Donc en fait, c'est pas quelque chose que tu t'imposes, par exemple le jeudi matin ou le mercredi matin pendant 2 heures de plancher dessus. C'est vraiment après en fonction de ton envie et aussi de ton temps libre, je pense, par rapport à tes missions clients. En tout cas, je retiens l'astuce de faire comme ça parce que je pense qu'il y a certains de mes clients, tu vois, pour qui le faire toutes les semaines, c'est trop, tu vois, de faire toutes les semaines des accroches, toutes les semaines des posts, etc. Il y a des clients à moi pour qui ça matcherait complètement d'avoir cette organisation-là. Donc, merci beaucoup de l'info. Avec plaisir. Dis-moi, Carmine, maintenant, comment est-ce que tu vas gérer toute ta partie projet? Donc mes projets, c'est principalement de la création de sites web. Tout ce qui est récurrent en soi, c'est dans mon emploi du temps. Je m'y penche qu'une seule fois par mois. Mais le reste, quand le client arrive, je fais toute la partie administrative, devis, signature du devis électroniquement, facture d'acompte, donc de 30% classique pour ce type de mission. Et après, je lui crée un espace Notion avec un Google Drive. Alors le Notion, c'est pour qu'il puisse suivre le projet, qu'il puisse retrouver sa facture, qu'il puisse avoir accès aux fichiers, à des tutos, à une FAQ pour après la création de son site, que j'ai déjà complété du coup la FAQ. Et le Drive, c'est pour poser tous les documents qu'il a. Donc les documents que mon client a, généralement, c'est une charte graphique, un logo, des contenus texte, des contenus visuels. Ça, c'est ma partie gestion de projet. Et après, j'ai une autre partie gestion de projet qui est dans mon bureau en physique. C'est un tableau en liège où j'ai les projets qui vont bientôt débuter, les projets qui sont en phase de web design, donc création visuelle, qui sont en phase d'intégration et de développement sous WordPress, et ceux qui sont en phase de validation, finalisation. Et ça me permet en fait de simplement gérer. Donc j'ai une petite étiquette par client que j'écris à la main, et ça me permet de gérer à quel stade sont quels clients, de prévoir aussi le chiffre d'affaires que je vais faire, parce que tous ceux qui sont en validation, généralement c'est fini dans 2 semaines ou dans un mois. Et ça me permet aussi de compter. Je sais que si j'ai 5 étiquettes, c'est que je suis full pour un mois par exemple. Et j'aime bien ce côté physique parce que ça me rappelle pourquoi je travaille et que mes clients, c'est pas juste des gens que je vois en visio ou que j'ai au téléphone. Ça met un peu de physique dans une relation qui est totalement digitale.
Donc c'est pas mal. Et ça, je le conseille vraiment de le faire aux gens, parce qu'en plus, ça décore le bureau. Voilà, on prend un modèle sur Canva, on imprime des petites étiquettes jolies et on fait un truc sympa. Ça marche super bien. Et quand les gens viennent, ils sont toujours ah bah machin. Et je mets le budget de mes projets sur ce tableau, parce que qu'on soit honnête, savoir le chiffre d'affaires qu'on va faire, c'est motivant. Ouais, complètement, je suis totalement d'accord. Et c'est vrai que comme tu dis, le fait de le voir en fait sur ton mur même, des fois je pense que quand tu as des coups de mou, ça doit te rebooster de voir qu'il est complet, que comme tu dis, tu as déjà 5 projets en cours, que tu en as forcément aussi qui sont en attente derrière. Même rien que de voir le chiffre d'affaires qui va arriver, tu vois, quand t'as pas trop la motivation le matin, quand tu te lèves pour faire ce site internet ou pour autre, tu vois, je pense qu'effectivement c'est un bon moyen de se rebooster. Ouais, franchement, c'est quelque chose que je recommande, qui coûte vraiment pas cher à faire, même si c'est pas un tableau liège, ça se fait avec de la pâte à fixe et c'est tout de suite motivant. Et on sait aussi quand on doit prospecter, par exemple, quand je vois que j'enlève une étiquette, je me dis bon bah, faut que j'en rajoute une, et c'est assez motivant. Tu me donnes envie. Je crois que je vais en faire un. Moi, tu vois, je marche avec un support Excel comme ça, sur lequel j'ai tous mes ateliers que j'ai en présentiel. Et du coup, hop là, une page vierge. Voilà. Et par exemple, tu vois, moi, je sais sur l'année complète le nombre d'ateliers. Et pareil, quand je vois là, par exemple, le mois de juin, où pour l'instant, j'ai rien, je sais qu'il faut que je réactive la prospection, comme tu dis, parce que effectivement, s'il n'y a rien, il n'y aura pas de rentrée d'argent, quoi. Donc, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai apporté sur mon bureau, mais je ne l'ai pas affiché. Et je suis en train de me dire que là, tu vois, j'ai de la place. Peut-être que je vais aller me l'afficher là. C'est idéal, franchement. Là, j'ai bougé mon bureau. Avant, il était vraiment en face. Là, il est à côté de moi. Mais ouais, j'aime bien. Puis, ouais, il y a un petit côté marrant avec les punaises, etc. Ça fait un peu Pinterest, tout ce qui est mood board, etc. En plus, voilà, c'est une déco sympa. J'adore l'idée. On va passer maintenant sur la partie conseil. Si tu avais un conseil en organisation à donner, Carmine, qu'est-ce que ce serait? Bah, ce serait de pas suivre toutes les méthodes qu'on nous vend toujours. Enfin, pas de se fixer dans une méthode, par exemple, Pomodoro, les blocs de temps, etc. C'est pas parce que ça marche chez quelqu'un que ça va marcher chez quelqu'un d'autre. Et il n'y a aucun problème à avoir une méthode qui, en soi, n'existe pas. Bah, pour moi, justement, j'ai pas de méthode qui existe. Enfin, j'ai une to-do list papier et après, j'adapte en fonction de ma motivation, de ce que j'ai envie de faire. Tant que le taf est fait à un moment, c'est que c'est bon et que je respecte toujours mes deadlines clients. C'est pas parce que on fait du freestyle et qu'on n'a pas un bloc de temps et un agenda parfait que on fait n'importe quoi et qu'on rend rien à l'heure. C'est loin d'être le cas. Donc ouais, franchement, trouvez votre méthode d'organisation et voilà, vous forcez pas à suivre un truc qui au final ne vous ressemble pas. Ouais, je suis complètement d'accord. Ce matin, tu vois, j'animais un atelier avec des assistantes virtuelles et il y en a une, elle me dit, écoute, moi, Marine, je n'arrive pas à me tenir à la méthode des blocs de temps. Et c'est ce que je lui expliquais. En fait, la méthode des blocs de temps, elle revient souvent dans les conseils, etc. Parce qu'en fait, c'est une méthode qu'on a tous déjà utilisée à l'école. Quand tu es au collège, quand tu es au lycée, forcément, tu as eu une méthode bloc de temps parce que tu avais 1 heure d'histoire géo, 1 heure de maths ou 2 heures de maths, voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionnait. La majorité des personnes, en fait, après, quand ils se mettent en freelance, ils repartent sur le même principe. Mais il y a des métiers et il y a aussi surtout des personnalités à qui ça ne convient pas du tout. Et ça, comme tu dis, c'est quelque chose, il faut lâcher prise là-dessus. Il y a plein de méthodes qui existent. Pour rebondir sur ta remarque, la méthode Pomodoro, c'est la méthode qui revient le plus souvent quand je pose la question de quelle méthode tu détestes, parce que cette méthode, elle fonctionne, elle est hyper efficace, mais elle ne s'adapte pas à tout le monde, parce qu'il y a certaines personnes, ils ont besoin d'avoir un gros temps de focus, d'autres personnes, ils ne peuvent pas être focus 20-25 minutes, et ça aussi, c'est complètement OK. Ouais, moi, Pomodoro, j'ai utilisé pendant un temps et ça m'allait bien. Mais en fait, c'est des temps de concentration qui sont variables par plein de choses. Typiquement, je peux avoir soif, mon chat peut faire du bruit et avoir envie de jouer, donc je me retiens pas d'aller jouer 5 minutes avec lui. Donc ouais, ma concentration est variable, donc ni les blocs de temps, ni Pomodoro, ça fonctionne au final. Parce que ouais, si j'ai envie de prendre mon téléphone et de répondre à un SMS, je réponds, je vais pas attendre 5 minutes et je ne sais quoi pour pouvoir répondre à quelqu'un sur quelque chose. Donc j'ai pas d'avis sur ces méthodes, mais je sais que ça marche pas chez moi. Est-ce que tu peux nous dire, Carmine, quel est ton prochain projet pour ton business et comment tu vas t'organiser pour ça? Alors, le prochain gros projet que j'ai là, c'est de mettre en place un CRM, donc pour faire le suivi de tous les rendez-vous clients que j'ai et de la prospection aussi. Donc, mon idée, c'est d'avoir un CRM qui gère les deux. Ce que je vais mettre en place, c'est tester des outils dans un premier temps, parce que j'ai
2 options, c'est soit le faire sur Notion, parce que j'ai déjà des trucs sur Notion, soit partir sur un outil qui sert de CRM déjà de base. Il y en a des très bien et il y en existe des centaines. Après, à voir, parce que c'est pas quelque chose où j'ai envie d'investir du budget, parce que j'ai une petite entreprise, j'ai pas 50 places pour des clients, j'ai pas d'équipe. Donc, je vais pas prospecter la terre entière et je vais pas avoir des appels avec la terre entière. Donc voilà, il y a cette phase de test, de essayer de le mettre dans ma routine, puisque j'ai déjà eu un CRM, mais je ne m'y tiens pas vraiment. Au final, j'arrive à suivre le peu de devis et le peu de factures que j'envoie. Mais ouais, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de mettre en place. Et si je le mets en place, je sais que je serai plus régulière dans ma prospection. Peut-être que j'arriverai à caler un moment dans mon emploi du temps chaque semaine pour faire ça. Mais voilà, c'est vraiment mon gros projet de ce premier trimestre 2025. Et le projet va continuer sur les autres trimestres en essayant vraiment de l'utiliser, de ne pas l'abandonner au bord de la route. On fera le point en fin d'année dans ton bilan si tu as ou non réussi à tenir avec ce CRM. Dis-moi, quelle est ta dernière sortie de zone de confort dans ton business? Ouh là là. Qu'est-ce que j'ai fait récemment? Ah bah si, je sais. Il y a pas longtemps, j'ai lancé ma newsletter, mais j'ai lancé ma newsletter dans un format que j'avais pas vraiment vu ailleurs au final. Alors les newsletters, moi je trouve ça chiant, on va être honnête. J'en lis très peu. Enfin, je suis très contente d'en recevoir. Des fois, je me dis, il faut que je la lise, etc. Mais le matin, quand j'ouvre mes emails et qu'il y en a 10, j'ai pas envie de les lire. Et ça se noie au milieu de newsletters de produits, de services, etc. Et du coup, c'est un format que j'aime pas exploiter plus que ça. J'avais une newsletter avant et c'était une torture de l'écrire, qu'on soit honnête. Et là, du coup, je me suis lancée sur un nouveau format. Donc déjà, j'ai migré d'outils et je suis allée sur l'outil Substack qui permet aussi de lire les newsletters avant de s'abonner. Donc ça, déjà, j'aime beaucoup le concept. C'est-à-dire que voilà, si on veut pas s'abonner, on y va de temps en temps, on lit les newsletters et on n'a pas de spam dans sa boîte mail. C'est un bon point. Et j'ai développé le format vidéo. Donc voilà, une vidéo d'entre 5 et 10 minutes où j'analyse un site. Et c'est compliqué pour moi en même temps de faire ça parce que j'aime pas faire des réels, j'aime pas faire des TikTok, j'aime pas me mettre en avant et je sais que le format vidéo fonctionne sur LinkedIn notamment, mais c'est un format qui me fait vraiment sortir de ma zone de confort parce que bah, je me montre, je parle et voilà, mais comme si je parle de mon expertise, ça va mieux que voilà que faire une chorégraphie sur TikTok par exemple. Tu m'étonnes. C'est vrai que moi, je la lis, ta newsletter, et dedans, effectivement, ça m'arrive. Souvent, je lis juste la newsletter, mais ça m'arrive surtout dans des newsletters qui sont pointilleuses, tu vois, sur quelque chose que moi, je veux mettre à jour sur mon site web, d'aller regarder la vidéo pour après, tu vois, ou même de me la mettre en, comment ça s'appelle, dans ma catégorie veille, tu vois, pour après, quand je mets à jour mon site, retourner dessus pour avoir le tuto que tu as expliqué. Donc, c'est vrai que c'est un concept de newsletter que moi non plus, je ne connaissais pas. Et je trouve qu'il est il apporte vachement de qualité, en fait, à ton travail parce que du coup, on voit tout ce que tu peux mettre en avant et tous les conseils que tu as à donner. Et je trouve que c'est un super combo gagnant. Oui, puis c'est un format qui est au final pas très long à produire parce que voilà, une fois que j'ai le script de la vidéo que j'ai tournée, bah, j'ai juste à piocher les grandes lignes dedans pour écrire les conseils et les bonnes pratiques que je donne dans la newsletter. Donc c'est vraiment un format qui est rapide à produire et les sites à trouver, bah, maintenant les gens ils candidatent presque tout seuls pour avoir leur analyse et ça me permet aussi de mettre d'autres entrepreneurs en valeur et ça c'est pas mal aussi, enfin c'est bénéfique des deux côtés. Moi ça m'apporte potentiellement des clients et de la visibilité et ça apporte de la visibilité à d'autres entrepreneurs aussi et ça leur permet d'améliorer leur site pour ceux qui ont été analysés directement en donnant des idées à d'autres freelances, pourquoi pas pour leur site. Complètement. Dis-moi Carmine, si tu pouvais me poser une question, qu'est-ce que ce serait? Ça serait comment tenir son Notion rangée tout le temps. Ça me fait tellement rire. Pour l'anecdote, j'ai organisé l'espace Notion de Carmine il y a bientôt 3 ans. Ouais. Donc, c'est, je pense, le pourquoi tu m'attaques là-dessus. Écoute, la meilleure des méthodes, c'est de se mettre une routine. Par exemple, tous les trimestres, tu recheck, ou tous les semestres. Allez, on va dire tous les semestres, parce que c'est pas quelque chose non plus qu'il faut faire régulièrement comme ça. Mais tous les semestres, au moins 2 fois par an, tu ouvres ton espace Notion, tu fais des screenshots de ton espace et tu vas te rendre compte forcément que tu as une base template et une base procédure, tu vois, qui veut dire exactement la même chose, mais à un moment donné, tu l'as nommé template et à un moment donné, tu l'as nommé procédure. Tu vas te rendre compte que tu as une base module et une base retour client. Pareil, c'est la même chose. Donc, c'est là que tu vas venir après réorganiser en fonction. Et aussi, ce que je conseille, moi, c'est
comme tout, d'avoir une optimisation minimaliste de ton espace Notion. En fait, il faut vraiment que quand tu ouvres ton tableau de bord, tu aies uniquement les grandes idées de ton tableau, de ton espace Notion, je veux dire. Il ne faut pas que tu aies toutes tes pages Notion sur ton tableau de bord parce qu'en fait, ça va te faire peur déjà quand tu vas l'ouvrir et que tu vas voir tout. Le fait de le mettre beau, joli, avec des images et tout ça, certaines personnes, c'est essentiel pour elles et ça peut te forcer, on va dire, entre guillemets, à l'organiser aussi régulièrement. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être mis en place. Moi, le mien, par exemple, il est tout moche, il est tout vide. J'ai limite les titres en couleur, tu vois. Mais parce que c'est pas quelque chose qui m'est utile pour moi. Moi, j'ai besoin qu'il soit concret et de savoir où sont mes informations. Mais j'ai certaines de mes clientes, elles, il leur faut la belle image sur les galeries, tu vois, les belles en-têtes partout, les beaux titres, etc. Et ça leur permet visuellement, en fait, c'est un peu comme ta maison Notion. Si tu es simple chez toi, forcément, ton espace Notion, il va être simple aussi, tu vois. Et si tu es axé déco, je te conseille d'avoir un espace Notion décoré aussi, quoi. Ça va te donner un peu plus envie et du coup d'y aller 1 à 2 fois par an, faire le grand ménage comme tu fais le ménage de printemps en fait chez toi. Je vais essayer de faire ça. J'ai vraiment un espace Notions. J'aimerais avoir des belles images. Quand j'en vois des jolies et tout, je me dis je veux ça. Mais j'ai pas la patience de m'y mettre et de faire ça. Il est très bien comme il est. Je m'en sers comme il est actuellement. Mais oui, je devrais le pimper. Peut-être que j'irai plus souvent parce que là, globalement, il me sert que pour ma création de contenu. Donc, faut que je m'y penche en 2025. Après le CRM. Après le CRM. Dis-moi, Carmine, est-ce que tu aurais un livre, une vidéo ou un audio à nous conseiller pour le business? Ouais, alors moi, il y a un podcast que j'écoute depuis le début, depuis que je suis freelance. C'est un des premiers que j'ai écouté, c'est La Cohort. Donc, c'est un podcast avec un format assez court, mais qui aborde beaucoup de sujets de la vie de freelance. S'associer, travailler en cowork, comment devenir rentable. Voilà, vraiment tout. Comment utiliser Pinterest, comment utiliser LinkedIn. Donc, elle s'appelle Marine aussi, la personne qui anime ce podcast. Le podcast est ouvert de ouf sur beaucoup de sujets. Et vraiment, c'est utile. Et la personne qui anime le podcast est super sympa aussi. Donc, faut pas s'en passer et ça s'écoute tout seul. Ok, ça marche. Bah écoute, j'irai l'écouter. Je le connais pas, ce podcast, donc je vais aller découvrir ça par la suite. Est-ce que tu aurais quelqu'un que tu aimerais entendre ici? Alors, j'ai pensé à une de mes clientes qui s'appelle Nathalie Halimi. Et donc Nathalie, elle a eu une vie de salariée avant et elle a plein de projets. Mais c'est une de mes clientes les plus fidèles, ça fait plus de 3 ans. Et là, elle va lancer un nouveau projet, elle a annoncé le nom aujourd'hui. Elle fait plein de trucs, elle accompagne des gens pour un bilan Calliope. Elle va accompagner des gens pour faire des bilans de compétences aussi. Elle donne des cours dans des écoles. Et pour moi, j'ai l'impression qu'elle fait beaucoup de trucs, plein de choses. Et je pense qu'elle a une organisation du tonnerre et que ça serait super intéressant de savoir comment elle s'organise. Et en plus, elle crée du contenu aussi sur LinkedIn. Donc, je serais curieuse de savoir plus sur sa méthode à elle. Ok, ça marche. Bah écoute, je vais creuser ça. Je vais aller la prospecter pour qu'elle intervienne ici. Me voilà arrivée à la fin de ma liste de questions, Carmine. C'est un plaisir de partager avec toi et d'en découvrir un peu plus sur ton organisation qui n'est quand même pas si freestyle que ça. Je te remercie à toi, cher auditeur, de m'avoir écouté ou regardé sur ma chaîne YouTube et je te dis à très vite.